Pour le troisième épisode de cette série de vidéos sur comment est-ce qu'on devient prof de philo, je voulais parler de la gestion de classe. Alors c'est une question qui revient souvent lorsqu'on réfléchit à notre premier cours de philo ou notre premier cours en général en tant que prof, parce que c'est une angoisse légitime en fait quand on va enseigner à des classes de terminale. On ne sait pas trop comment faire, c'est un peu l'inconnu. Et puis il y a aussi beaucoup d'idées reçues, de clichés, de choses colportées en fait, et de légendes à mon avis, sur cette affaire, cette grande affaire de la gestion de classe. Bon, la première chose que je pourrais dire pour peut-être rassurer quelqu'un qui commencerait à enseigner en septembre pour la première fois, c'est qu'il faut sortir, à mon avis, de la peur très classique selon laquelle tout se joue dès le départ. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, même de la part de collègues, hein, cette idée que, en gros, le premier mois, ça va être un mois décisif pour réussir à gérer l'ambiance d'une classe, pour que les choses se passent bien ou se passent pas bien ensuite. Alors, il y a une forme de vérité là-dedans au sens où il est évident que si vous parvenez dans les premières semaines à installer une dynamique de groupe et de classe qui fonctionne avec une gestion de votre position de prof face à la classe qui fonctionne, ça sera sans doute plus facile ensuite de revenir sur des dérives, des problèmes dans la gestion de classe, parce que vous aurez une base solide sur laquelle vous vous référez, et un exemple même en fait, une sorte de modèle de classe pour votre groupe, hein, vous pourrez vous fonder là-dessus pour continuer, mais en fait cette idée selon laquelle ensuite il ne serait plus possible de récupérer la classe, elle est fausse. Il y a plusieurs contre-exemples dans ma carrière où en fait, au contraire, un mauvais départ, quelque chose qui ne s'était pas bien passé dans les premières semaines, où je sentais que j'arrivais pas à capter exactement comme je voulais l'attention de la classe, ben, a été récupéré ensuite. C'était pas forcément optimal, c'était pas forcément les meilleures classes que j'avais, les heures de cours que je préférais, mais c'était pas aussi catastrophique qu'au départ, par exemple. Et même pour le coup pas l'année dernière, l'année d'avant, j'ai eu le cas d'une classe qui était vraiment problématique au premier trimestre. Et après avoir fait un point très clair avec eux à la fin du premier trimestre et avoir clarifié mes positions avec quelques-uns des élèves qui posaient particulièrement problème, bah, la suite de l'année s'est plutôt bien passée, voire très bien passée. Donc c'est possible. Et dans l'absolu, si vous commencez à enseigner, ne vous dites pas, voilà, il faut que je sois optimal dans ma gestion de classe dès le départ. Vous ne serez pas a priori parfait. Personne ne l'est. Ça fait 11 ans que j'enseigne et j'ai encore beaucoup à apprendre de ce côté-là. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Pas non plus, je crois, trop mettre d'enjeu là-dedans. C'est important, c'est crucial, au sens où ça peut vous aider à vous sentir mieux dans votre rapport à la classe, mais ça ne va pas changer la vie de vos élèves si l'ambiance de classe est mauvaise au départ ou que ça se passe pas très bien. En fait, c'est plutôt sur la manière dont vous vous situez par rapport à la classe, dans la manière dont vous vous situez par rapport à votre travail en fait. C'est plutôt là l'enjeu qui peut être effectivement important, mais c'est moins un enjeu de gestion de classe qu'un enjeu de rapport que vous avez avec ce que vous faites. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo peut-être, parce que je crois que c'est un sujet assez important. Alors malgré tout, quelques conseils, si je peux oser en donner, en tout cas quelques stratégies, quelques tactiques, quelques principes que j'essaye de mettre en place moi dans mon enseignement depuis des années, en sachant bien que la gestion de classe, c'est pour le coup un des domaines où je pense avoir encore à apprendre des choses, à comprendre des choses. Ça fait partie d'un art assez difficile de l'équilibre. Et je pense qu'il faut des années en fait pour réussir à trouver parfaitement cet équilibre. Alors la première chose euh, à laquelle je crois beaucoup, c'est qu'il ne faut pas tricher sur sa position initiale. Quand on commence à être prof, on a tendance à vouloir inventer un personnage pour se cacher derrière, ce qui semble être assez logique parce qu'on veut se camoufler, on veut se protéger et on veut aussi surjouer en quelque sorte une position d'autorité qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas et même dans laquelle on peut se sentir illégitime.
Alors ça ne veut pas dire, et je pense que c'est aussi un autre écueil, d'être dans une sorte de transparence absolue. En fait, pour moi, il ne faut pas inventer un personnage, mais il faut trouver une posture. Ça veut dire que vous êtes bien un prof, ou une prof. Donc vous n'êtes pas vous-même, au sens où vous n'êtes pas exactement comme vous seriez dans la vie de tous les jours. De toute façon, la relation d'autorité que vous pouvez avoir avec des élèves implique que vous n'êtes pas exactement comme vous seriez normalement dans des interactions sociales conflictuelles, mais vous n'êtes pas non plus dans une sorte de costume qui ne vous irait pas. En fait, je crois que les élèves perçoivent assez vite quand, les moments qui nous poussent à être des personnages, à être des caricatures de nous-mêmes, et ça rend la relation inauthentique. Donc essayez dans la mesure du possible d'être en quelque sorte à la recherche de votre posture de prof, là où vous vous sentez à l'aise, là où vous avez l'impression que vous n'avez pas à vous forcer trop, vous n'avez pas l'impression de devoir faire trop d'efforts pour être dans une position pour une autre. Ne caricaturez pas votre propos ni votre manière d'être avec le groupe. Euh, Quitte à ce que les premiers mois, voire les premières années, vous soyez obligé de faire un peu des réglages, que ça soit difficile, qu'il puisse y avoir des anicroches, des endroits où vous savez que c'est pas parfait. Je pense que c'est une meilleure stratégie de faire ça que d'essayer de jouer un rôle. Parce qu'à la fin, ce rôle va vous étouffer, peut-être. La deuxième chose, c'est dans la question de la gestion de classe, il faut comprendre la force d'un bon cours. Ça peut apparaître évident, mais je pense qu'il faut le répéter quand même. En fait, les élèves, pour leur majorité, ont plutôt envie d'assister à un cours intéressant. Évidemment, vous avez une part, un pourcentage, je ne pourrais pas évaluer, ça dépend des groupes, d'élèves qui sont réfractaires au système, réfractaires au lycée par exemple, qui ne veulent pas être là où ils sont, qui sont fondamentalement obligés, bref, qui sont un peu perdus. Et dans cette part-là, il y a une part qui est très difficile d'accès, parce que voilà, c'est sédimenté sur des années, une détestation en fait du milieu scolaire. Mais pour la majorité des élèves, en fait, ils attendent d'un cours qu'il soit intéressant, qu'il soit le moins ennuyeux possible. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être la course à une sorte de spectacle, mais un bon cours, un cours solide, un cours où les élèves ont le sentiment que vous essayez d'accomplir un travail sérieux, rigoureux, etc. C'est en fait la base pour une gestion de classe efficace. C'est-à-dire en fait c'est la base pour que cette majorité silencieuse qui parfois va subir des problèmes dans la classe, des problèmes de bavardage, que sais-je, elle va adhérer à vos prises de position face à ces dérives, si je peux dire ça comme ça. Si vous êtes dans votre pratique de prof, de pédagogue, le plus optimal possible, ou en tout cas le plus authentique possible, s'il voit que vous essayez vraiment de faire les choses bien. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas créer un personnage. Je pense que l'une des difficultés aussi, c'est que dans le cadre d'une classe, on est soumis à quelque chose de nouveau ou d'assez rare quand on a suivi un cursus de philo. C'est la question de la gestion de ce qu'on appelle l'autorité. Alors il y a plein de débats et de discussions possibles sur ce terme. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le bon, mais je vais parler de cette notion d'autorité. Je vais employer ce mot autorité à défaut d'un autre pour que ça soit à peu près clair. Mais je pense que déjà il y aurait de quoi débattre d'un point de vue philosophique et pédagogique sur cette notion. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas surjouer l'autorité, ça je l'ai dit, il ne faut pas surjouer une sorte de posture de croque-mitaine, mais il ne faut pas non plus la fuir. Moi, ça c'est un défaut que j'ai eu au début de ma carrière, c'était fuir cette position d'autorité parce qu'elle se fondait aussi, cette fuite, sur le sentiment d'illégitimité face à cette position. J'avais l'impression, et c'est toujours le cas, j'ai le sentiment d'avoir devant moi globalement des gens qui sont au seuil de l'âge adulte, qui sont des personnes en tout cas conscientes de ce qu'elles font, etc. Et du coup, il me semblait difficile au début d'être dans une relation où je pouvais dire ce qu'il fallait faire, dire ce qu'il ne fallait pas faire, poser des interdits, etc. Établir des limites, parce que j'avais l'impression qu'en fait c'était pas ma place, quoi, que je prenais une place qui n'était pas la mienne, que il faut pas la fuir en fait, cette place. L'équilibre est difficile à trouver parce qu'au départ on a le sentiment que faire preuve d'autorité ou dire un interdit, c'est forcément tricher et prendre une place qui est indue.
Ce qui m'a aidé, et c'est une autre règle, enfin un autre principe que je vous donne, ce qui m'a aidé dans ma carrière à essayer de plus incarner cette figure d'autorité, ou en tout cas d'accepter parfois que j'ai le droit de poser des interdits, de poser éventuellement des sanctions, même si je trouve ça problématique d'un point de vue philosophique, c'est que je ne le fais pas pour, enfin seulement en tout cas, je ne le fais pas seulement pour l'élève, par exemple, que je vais sanctionner, ou que je vais reprendre, je le fais pour la classe. Ça, c'est quelque chose qui aide, je crois, à, à se positionner dans la gestion de classe comme un acteur fondamental de cette gestion. C'est que ma position de fuite initiale était une position, alors déjà un peu de lâcheté, bon, mais ça c'est normal au sens de peur, mais c'était aussi une position de confort au sens où moi je suis le prof, et donc à la limite si le cours se passe mal, si les choses ne sont pas bien gérées, bon, une fois que j'ai fermé la porte de ma classe, ça ne me pose pas de soucis, ça n'existe plus. À la limite, ça peut m'occuper l'esprit, mais ça n'a pas d'impact fondamental sur ma carrière, sur mon existence. Être dans une classe, élève dans une classe où la gestion de classe est mauvaise, où il y a des problèmes, etc., et faire partie de la majorité silencieuse souvent qui subit cette situation, c'est vraiment difficile, surtout quand on a 17 ans. On n'a pas le recul, enfin c'est plus difficile d'avoir le recul, parfois ça peut même avoir des enjeux scolaires réels sur sa réussite, etc. Donc en fait, ayez à l'esprit que quand vous gérez une classe, quand vous essayez de maîtriser les choses, de reprendre les choses s'il le faut, vous ne le faites pas fondamentalement pour la personne que vous reprenez, vous le faites pour le groupe. Et pour le groupe, et pour cette partie de groupe qui aimerait bien pouvoir reprendre les camarades qui posent problème ou qui sont en train de faire dériver en quelque sorte le cours, mais qui ne peuvent pas le faire pour plein de raisons. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a fait très peur au début de ma carrière et qui est encore un truc sur lequel je dois travailler, c'est la question du passage à la sanction réelle. Moi j'étais beaucoup dans le dialogue, dans la discussion, dans l'échange, mais il y a un moment donné où je sais que j'ai pu me faire avoir par le fait que des élèves jouaient sur ce travail de la limite, un peu comme des enfants hein, pour le coup, et avaient besoin que je pose une sanction pour qu'ils aient le sentiment que j'incarnais réellement le rôle que j'étais censé incarner. Donc il faut, à mon avis, trouver un équilibre entre la sanction et le dialogue. Je dis d'ailleurs là-dessus quelque chose qui peut paraître un peu naïf, mais bon, je fais un aveu. L'une des choses qui m'a empêché de poser des actes de sanction, des retenues ou virer un élève de mon cours par exemple, au début de ma carrière, c'est que je ne m'étais pas renseigné, je ne me renseignais pas assez sur le cadre légal, en quelque sorte le cadre de la règle du lycée qui me permettait de le faire. Typiquement, je sais qu'au début de ma carrière, dans mes cours, je renvoyais jamais les élèves parce que je ne savais pas si j'avais le droit de le faire, comment, enfin exactement les modalités, ce que ça supposait. Si j'ai un conseil à vous donner, essayez de vous renseigner très tôt, à la pré-rentrée, auprès de vos collègues, auprès de l'administration, sur comment est-ce que ça se passe, tout ce cadre en quelque sorte de gestion vraiment du système, le lycée, les retenues, tout ça, d'un point de vue purement formel, quel papier vous avez besoin d'avoir, si vous devez exclure un élève, comment ça se passe, etc., d'un point de vue logistique. En gros, que toute cette question purement formelle, elle soit claire dans votre esprit quand vous êtes devant votre classe, et donc que vous ne soyez pas mis en difficulté au sens où vous ne sauriez pas trop ce qu'il faut faire quand vous êtes face à une situation qui pose un problème réel. Alors, il faut que vous vous autorisiez l'expression de vos affects. Vous avez le droit d'exprimer vos affects en tant que prof devant votre groupe si ça se passe pas bien. Je pense que là aussi c'est une question d'équilibre qui est difficile. Il faut éviter le pathétique, le pathos d'un prof qui serait uniquement dans l'affect, uniquement dans l'expression de sa douleur, par exemple face à des bavardages récurrents, et de sa tristesse. Enfin, je pense que cette stratégie-là, qui serait pour le coup suraffective, n'est pas bonne parce qu'elle casse votre posture de prof. Vous n'êtes pas un individu lambda dans une classe, vous êtes malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, une figure. Mais vous avez le droit quand même, je crois parfois, d'exprimer quelque chose comme de l'affect, tant que c'est fait dans un dialogue sincère.
Alors je pense, à mon avis, pour y avoir réfléchi, c'est assez inefficace en termes purs de gestion, au sens où exprimer des affects, par exemple, face à des bavardages, euh, va pas les faire cesser. Mais par contre, ça peut être une des bases sur lesquelles vous pouvez. Bon, ça c'est discutable peut-être, hein, ce que je dis. Peut-être que là, peut-être que vous pourriez me reprendre s'il y a des collègues qui passent par là. S'ils sont pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Mais j'ai le sentiment que exprimer parfois à la marge quand même ces affects, ça peut permettre d'avoir une sorte de base sur laquelle on peut créer une unité avec justement la majorité silencieuse, au sens où cette majorité silencieuse, souvent elle partage les affects que vous pouvez éprouver face à une classe qui n'est pas gérée. Le cas des bavardages est un cas assez spectaculaire et évident là-dessus, au sens où ce que vous éprouvez souvent face à des bavardages, les élèves aussi l'éprouvent. Donc si vous exprimez de façon sincère, parfois, rarement à mon avis, dans des moments où vraiment vous avez l'impression que ça devient critique et vous êtes obligé de poser justement des limites, eh bien ça peut être une forme d'explication et en quelque sorte de justification du passage à la sanction par exemple. Bon, ça a discuté ça. Je pense que c'est une affaire d'équilibre, mais en tout cas, pour moi, ça relève pas d'un interdit absolu. Il ne faut pas forcément être dans une sorte de figure un peu statifiée quand on est prof. On est aussi des humains, même si on ne doit pas être seulement des individus. Je pense qu'il y a, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a quelque chose qui m'a aussi, qui est très, très difficile à gérer au début, c'est la question du moment où il faut intervenir. Je vais prendre un exemple très concret pour finir cette vidéo sur la question de la gestion de classe. L'une des choses qui est difficile et qui va être difficile, et c'est normal au début, et c'est encore difficile même après, d'une certaine manière, c'est la question de quand agir. Imaginez que vous êtes en train de faire cours et vous entendez pendant votre cours, au fond de la classe, 2 ou 3 élèves qui, à un moment donné, bavardent un peu. C'est complexe parce que vous avez le sentiment que si vous intervenez peut-être immédiatement tout de suite de manière un peu vive, vous êtes pour le coup, en tout cas moi je sais que je peux avoir le sentiment que c'est artificiel, que c'est excessif, que c'est pas calibré. Et en même temps vous avez le sentiment que si vous intervenez pas tout de suite, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez tomber dans un engrenage où en fait après vous avez l'impression que c'est trop tard et que vous ne pouvez plus vraiment intervenir puisque vous avez laissé faire au début. Le conseil que je peux donner là-dessus, si ça vous arrive, et normalement ça vous arrivera, c'est de l'exprimer. De l'exprimer par exemple à la fin du cours. Typiquement, pendant un cours, il y a eu un moment donné où un groupe a bavardé et ça vous a perturbé pendant le cours. La stratégie que j'avais au début, c'était de laisser faire. Enfin, tant que c'était pas excessif, tant que je pouvais avoir encore le soupçon que c'était une discussion un petit peu autour de ce que j'étais en train de dire, j'osais pas intervenir de peur de casser une dynamique intéressante ou d'être dans une sévérité mal placée et qui me semblait être décalée par rapport à ce qui se passait dans le cours, etc. Mais l'erreur que je faisais et que je ne fais plus, c'est de ne pas en parler. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que quand ça arrive, je dis aux élèves qui m'ont un petit peu perturbé pendant le cours à un moment donné, de venir à la fin, et je l'exprime de manière d'abord très apaisée et calme. C'est-à-dire, je leur dis, bon, là, j'ai eu un moment donné où vous parliez un peu, j'avais du mal à savoir si vous parliez du cours ou pas, mais ça m'a posé un problème, j'ai eu du mal à me concentrer, etc. Donc la prochaine fois, si vous voulez parler du cours, participez et levez la main, n'hésitez pas à intervenir, mais voilà, évitez de bavarder comme ça. Alors, ça implique pas de sanction, ça implique même pas de sévérité dans votre manière de parler. Il ne faut pas que les élèves, à mon avis, dans ce cas-là, aient l'impression que vous les avez réprimandés. Ça donne plutôt le sentiment de quelqu'un qui est sincère dans le fait qu'il, voilà, ça l'a perturbé, etc. Et donc vous, ça vous pose une sorte de jalon. Vous savez que la prochaine fois, si ça se rejoue, si vous avez la même situation avec les mêmes élèves, ben ça voudra dire qu'ils n'ont pas pris en compte ce que vous avez dit, et donc là, vous pourrez être sévère. Là, vous aurez la base légitime, en quelque sorte, de dire, bon, ça va pas, il faut reprendre les choses et tout. Donc, pour finir, l'essentiel de la gestion de classe, c'est cette articulation complexe et qui va en fait s'apprendre. Il n'y a pas de règle, il faut juste pas en avoir peur, entre le dialogue avec les élèves, le dialogue avec la classe, un dialogue à mon avis authentique, pas sincère forcément, mais authentique. Je laisse les gens faire la leçon d'agrég sur la distinction entre les deux, et la sanction, l'autorité. Dans tous les cas, et pour finir,
ne mettez pas trop de pression quand vous commencez à être prof sur cette question-là. Il faut être attentif, mais il ne faut pas se juger. Voilà, globalement, tout le monde rate. C'est aussi quelque chose que vous allez apprendre. Dans la salle des profs, vous aurez parfois l'impression que tous les profs passent des heures incroyables avec leurs élèves, arrivent très bien à gérer les choses, sont des figures d'autorité totalement incarnées, mais en fait quand on fouille un peu, c'est surtout que personne ne parle des problèmes, ou pas tout le temps en tout cas, ça peut dépendre en fait des salles de profs et de l'ambiance avec les collègues, mais vous pouvez tomber dans un lycée où vous avez l'impression qu'il n'y a jamais de problème, alors qu'en fait il y en a, c'est juste que les gens ne le disent pas par honte, par habitude ou je ne sais quoi. Donc si ça se passe mal dans votre classe, vous avez une classe où ça se passe mal, c'est souvent le cas. Allez voir vos collègues parce que c'est souvent aussi le cas dans d'autres classes. Voilà. Donc si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls. Voilà, je vous laisse là-dessus et la prochaine fois j'essaierai peut-être de parler des erreurs que j'ai fait au début de ma carrière et de lister ces erreurs. Peut-être que ça pourra vous aider.